Bonjour mes chers amis, aujourd'hui je vais vous présenter le 14e chapitre du merveilleux livre de Charles Haanel, Système Maître, qui s'intitule Le pouvoir de la pensée. J'espère qu'il va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et surtout à faire des commentaires qui peuvent nous aider à faire mieux. Commençons. L'étude que vous avez menée jusqu'à présent vous a permis de comprendre que la pensée est une activité spirituelle dotée d'un pouvoir de croissance. Cela ne signifie pas seulement que toute pensée a un pouvoir créateur, mais que toutes les pensées ont un tel pouvoir. Ce principe opère même dans sa version négative. Par négation, les principes conscients et subconscients représentent les deux phases d'action d'un même esprit. La relation entre le subconscient et le conscient est analogue à celle qui existe entre une girouette et l'atmosphère. De même que chaque changement de pression atmosphérique génère une action de la part de la girouette, la moindre pensée cultivée dans l'esprit conscient génère dans le subconscient une action correspondante, directement proportionnelle à la profondeur de l'émotion qui double la pensée et à l'intention de l'esprit qui se concentre sur elle. Il s'ensuit qu'en refusant des conditions extérieures insatisfaisantes, nous pouvons interrompre l'approvisionnement en énergie mentale de ces conditions en les arrachant ainsi de notre vie. Dépourvues de l'énergie vitale dont elles jouissent jusqu'à récemment, ces conditions meurent de leur belle mort et disparaissent de notre vie. L'énergie universelle qui est à l'origine de tout mouvement, lumière, chaleur et couleur, ne limite pas les innombrables effets qu'elle génère, mais les transcende tous. Cette substance universelle est la source de tout pouvoir, de toute sagesse et de toute intelligence. Reconnaître cette intelligence, c'est se familiariser avec la faculté de connaissance de l'esprit et attirer des relations harmonieuses dans la vie. Même les scientifiques les plus avancés en sciences physiques n'ont jamais de tenté ce processus. C'est pourquoi ce domaine de découverte est resté pratiquement étranger à la science moderne. En fait, très peu de scientifiques matérialistes ont même pas capté le premier rayon de cette lumière. C'est pourquoi ils n'ont pas réalisé que la sagesse est aussi omniprésente que la force et la substance. Si ces principes sont vrais, demanderont certains, comment se fait-il que si peu de gens les pratiquent? Pourquoi n'obtient-on pas les résultats qui correspondent à nos pensées? En réalité, c'est le cas. Tous les gens obtiennent exactement les résultats qu'ils méritent en fonction de leur niveau de compréhension de la loi et de leur capacité à l'appliquer. Les gens qui ne pouvaient pas obtenir de résultats concrets en appliquant la loi de l'électricité jusqu'à ce que quelqu'un formule cette loi et leur explique comment l'appliquer. Dès qu'ils ont commencé à comprendre les nouvelles lois de l'électricité, les hommes ont créé une relation différente avec leur environnement, manifestant les possibilités dont leur père n'avait jamais rêvé et adoptant une nouvelle
attitude mentale. L'esprit est créatif et le principe qui sous-entend cette loi est à la fois juste et légitime, puisqu'il est inhérent à la nature de toute chose. Cependant, ce pouvoir créatif ne trouve pas son origine dans l'individu, mais dans le principe universel qui est la source de toutes les énergies et de toutes les substances. L'individu n'est qu'un canal de distribution de ces énergies, un instrument par lequel le principe universel génère diverses combinaisons qui donnent lieu à des phénomènes. Les scientifiques ont divisé la matière en un très grand nombre de molécules. Ils ont ensuite allé plus loin en divisant les molécules en atomes et les atomes en électrons. La découverte d'électrons à l'intérieur de tubes à vide contenant des métaux lourds prouve qu'ils sont des éléments de la matière. Les électrons remplissent tout l'espace. En d'autres termes, ils existent partout, c'est-à-dire qu'ils sont omniprésents. Ils remplissent les corps matériels, mais aussi ce que nous appelons l'espace vide. En fait, ils constituent la substance universelle dont toutes les choses sont faites. Les électrons resteraient en permanence isolés s'ils n'étaient pas incités à s'assembler en atomes et en molécules. La force qui les oriente dans cette direction est l'esprit. Plusieurs électrons tournant autour d'un noyau donnent naissance à un atome. Les atomes s'assemblent en structures mathématiques absolument régulières et donnent naissance aux molécules. Celles-ci s'assemblent à leur tour et créent toutes sortes de substances composées à partir desquelles l'univers est construit. L'atome le plus léger connu est l'hydrogène. Il est pourtant 1700 fois plus lourd qu'un électron. Un atome de mercure est 300 000 fois plus lourd qu'un électron. Les électrons ne sont rien d'autre que de l'électricité négative pure, avec la même vitesse potentielle que toute autre énergie cosmique telle que la chaleur, la lumière, l'électricité et la pensée, c'est-à-dire environ 300 000 km par seconde. La matière dont la vitesse de la lumière a été déterminée est intéressante en soi. La vitesse de la lumière a été obtenue par l'astronome danois Rømer en 1676 en observant les éclipses des lunes de Jupiter. Lorsque la Terre était au plus près de Jupiter, l'éclipse pouvait être vue 8 minutes et demie plus vite que les calculs ne l'indiquaient. Mais lorsque la Terre était à son point le plus éloigné de Jupiter, l'éclipse ne pouvait être vue que 8 minutes et demie plus tard. Rømer en a conclu qu'il faut 17 minutes à la lumière de la planète pour traverser le diamètre de l'orbite terrestre, soit la différence entre les distances entre la Terre et Jupiter. Ce calcul a été confirmé par la suite et a permis de conclure que la lumière voyage à une vitesse d'environ 300 000 km par seconde. Les électrons se manifestent à l'intérieur du corps humain sous forme de cellules et sont dotés d'un esprit et d'une intelligence suffisants pour accomplir leurs tâches au sein de l'anatomie du corps. Chaque partie du corps est composée de cellules. Certaines de ces cellules fonctionnent de manière indépendante
et d'autres coopèrent avec leurs consoeurs. Certaines cellules construisent des tissus, d'autres donnent naissance à diverses sécrétions nécessaires à l'organisme. Quelques-unes agissent comme transporteurs, tandis que d'autres réparent les dommages causés, éliminent les déchets ou luttent contre les envahisseurs étrangers. Toutes ces cellules exercent des activités dans un but commun et sont des organismes vivants dotés d'une intelligence suffisante pour accomplir leurs tâches. Elles savent comment conserver leur énergie et perpétuer leur vie. Pour cela, ils ont besoin d'être alimentés. De plus, des recherches ont montré qu'elles savent sélectionner la nourriture désirée et qu'elles ont la capacité de faire des choix. Chaque cellule naît, se reproduit et meurt. Le maintien de la santé et de la vie dépend de la régénération constante de ces cellules. Il est évident dans ces conditions que chaque atome du corps est doté d'un esprit. Cet esprit est d'ordre négatif, à la différence du pouvoir de pensée de l'individu, qui est l'aspect positif de l'esprit qui contrôle cet esprit négatif. C'est l'explication scientifique de tout processus de guérison métaphysique et elle permet à tous de comprendre facilement le principe qui sous-entend ce phénomène remarquable de guérison spirituelle. Cet esprit négatif dont sont dotées les cellules de l'organisme a été également appelé le subconscient, puisqu'il agit en dehors de notre connaissance consciente. Cependant, comme nous l'avons vu précédemment, elle réagit à la volonté de l'esprit conscient. Tout ce qui existe prend naissance dans l'esprit et toutes les formes sont le résultat d'un processus de pensée. Comme on le voit, les objets n'ont pas d'origine, de permanence ou de réalité en eux-mêmes, étant des produits de la pensée. Ils peuvent être détruits ou annihilés par le même processus. Les expériences se font désormais sur le plan mental et non plus seulement physique. Et chaque nouvelle découverte conduit l'homme plus loin vers l'accomplissement de son destin. Chaque homme est le reflet des pensées qu'il a cultivées tout au long de sa vie. Ces pensées sont gravées sur son visage. De plus, elles façonnent son corps, mais aussi son caractère et l'environnement dans lequel il vit. Derrière chaque effet, il y a une cause. Et si nous suivons le fil de ces causes jusqu'à leur source originelle, nous découvrirons le principe créateur dont elles sont issues. Les preuves en ce sens sont si nombreuses que cette vérité est aujourd'hui unanimement acceptée. Le monde objectif est contrôlé par une puissance invisible et donc inexplicable. Les humains ont personnalisé cette puissance et l'ont appelée Dieu. Nous la considérons comme une essence qui imprègne tout ce qui existe, ou comme un principe sous-jacent à toute réalité que nous avons appelé l'esprit universel ou infini. Étant infini et omnipotent, l'esprit universel dispose de ressources illimitées. Si l'on tient également compte du fait qu'il est omniprésent, on ne peut que conclure que nous sommes une expression ou une manifestation de cet esprit. La reconnaissance et la compréhension des ressources du subconscient attestent que toute différence entre celui-ci et le principe universel est une différence de degré et non de nature. Les deux principes ne diffèrent
qu'autant qu'une goutte d'eau diffère d'un grand océan dont elle fait partie intégrante. Leur nature et leurs qualités sont identiques, ils ne diffèrent que par le degré. Pouvez-vous apprécier la valeur de cette affirmation extrêmement importante? Vous rendez-vous compte que le simple fait de reconnaître cette affirmation peut vous mettre en contact avec la toute-puissance, puisque le subconscient est le lien entre l'esprit universel et l'esprit conscient. Il est évident que l'esprit conscient peut faire des suggestions au subconscient qui peut le faire bouger. Et puisqu'il ne fait qu'un avec le principe universel, il est tout aussi évident que ces activités sont pratiquement illimitées. La compréhension scientifique de ce mécanisme permet de mieux expliquer les résultats étonnants qui peuvent être obtenus par le pouvoir de la prière. Ces résultats ne sont pas générés par les dispenses spéciales d'une providence, mais sont le fruit de l'application de lois aussi naturelles que possibles. Il n'y a donc rien de religieux ou de mystique dans ce mécanisme. Malheureusement, de nombreuses personnes ne sont toujours pas prêtes à entraîner leur esprit à penser correctement, même s'il est évident qu'une pensée erronée mène automatiquement à l'échec. La pensée est la seule réalité qui existe. Les conditions extérieures n'en sont que les manifestations ou les effets. Lorsque les pensées changent, la réalité extérieure change à son tour pour se mettre à l'unisson de son créateur qui est la pensée. Pour ce faire, les pensées doivent être parfaitement définies, fermes, stables et immuables. La réalité environnante ne peut pas s'améliorer si vous faites un pas en avant et deux pas en arrière. De même, vous ne pouvez pas passer de 20 ou 30 ans à construire un environnement négatif à cause de vos pensées négatives et vous attendre à ce qu'il change après 15 ou 20 minutes de pensée positive. Si vous voulez approfondir la discipline qui peut changer radicalement votre vie, vous devez le faire délibérément après une profonde réflexion. Une fois que vous avez pris cette décision, vous ne devez laisser aucun élément du monde extérieur interférer avec elle. Cette discipline de changement de pensée et d'attitude mentale vous apportera non seulement les biens matériels dont vous avez besoin pour vous sentir parfaitement épanoui sur cette terre, mais aussi une santé parfaite et des conditions de vie les plus harmonieuses possibles. Le monde extérieur n'est que le reflet du monde intérieur. Comme exercice pour ce chapitre, je vous propose de vous concentrer sur le principe d'harmonie. Identifiez-vous pleinement à ce principe jusqu'à vous sentiez que vous ne faites plus qu'un avec lui. Rappelez-vous, la seule façon de progresser est d'agir. La simple lecture de ces lignes ne peut vous mener nulle part. La seule valeur de ces principes réside dans leur application pratique. Des questions et des réponses qui peuvent vous aider tout au long de votre pratique. Quelle est la source de toute sagesse, de tout pouvoir et de toute intelligence? L'esprit universel. Quelle est l'origine de toutes les formes de mouvement, de lumière, de chaleur et de couleur? L'énergie universelle qui n'est rien d'autre qu'une manifestation de l'esprit universel. Quelle est l'origine du pouvoir créatif de la pensée? L'esprit universel. Quel est le processus de réflexion? C'est l'esprit en mouvement.
Comment le principe universel se différencie-t-il dans les formes? Le principe individuel est l'outil par lequel le principe universel génère différentes combinaisons qui conduisent à une grande variété de phénomènes. Comment se déroule ce processus? Le pouvoir de la pensée de l'individu lui permet d'agir sur le principe universel qui les rend manifestes. Quelle est la première forme que prend le principe universel selon les connaissances actuelles? Les électrons. Quelle est l'origine de tout? L'esprit. Quel est le résultat d'un changement de mentalité? Un changement dans les conditions extérieures. Quel est le résultat d'une attitude mentale harmonieuse? Un environnement extérieur harmonieux. Voici, mes chers amis, le 14e chapitre du livre de Charles Haanel. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, laissez vos impressions et prenez soin de vous. À la prochaine vidéo.